Connue dans le monde entier, la mafia japonaise a su se hisser au niveau des plus grandes organisations criminelles du monde. Aujourd'hui encore, elle suscite la crainte pour certains et l'admiration pour d'autres. Quelques-uns vous diront qu'ils protègent la population quand d'autres les qualifient de bandits et de délinquants. Mais connaissez-vous vraiment les Yakuza? Comment sont-ils devenus si puissants et le sont-ils toujours aujourd'hui? Bonjour à tous, moi c'est Léa Bazar. Si vous ne me connaissez pas, je parle de Japon et de manga. Et aujourd'hui, on va partir à la découverte de l'histoire des Yakuza, l'une des plus grandes mafias du monde, la mafia japonaise. Il fait actuellement 30 degrés au moment où je tourne dans cette pièce, ça va monter avec les lumières. Alors si je dégouline, c'est normal. C'est parti. L'origine des Yakuza. L'origine des Yakuza reste entourée de mystères avec 4 théories divergentes qui pourraient expliquer leur apparition. C'est à la fin du Japon féodal, entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, que ces origines ont pris forme. La première théorie, est la plus probable, lie les Yakuza aux Kabuki Mono, souvent traduits comme les fous. Ils sont des descendants des Ronin, des anciens samouraïs, soit déchus, soit livrés à eux-mêmes après la mort de leur seigneur. Les Kabuki Mono étaient reconnus pour leur comportement violent, semant la terreur parmi les citoyens sans défense. Ils étaient des bandits de grand chemin et s'amusaient à tuer des civils par plaisir. La deuxième théorie considère les Yakuza comme des machi-yoko, ou serviteurs de la ville, se voyant comme les défenseurs des opprimés contre les Kabuki Mono violents dont on vient de parler juste avant. C'est souvent cette théorie qui est utilisée, transmise et expliquée par les clans Yakuza. C'est aussi l'origine la plus valorisante pour eux, donc forcément ça a un petit peu de logique. L'idée c'est quand même de garder une bonne image, tant qu'à faire. Les troisième et quatrième théories suggèrent que les Yakuza ont des liens avec les Bakuto, des joueurs itinérants organisant des parties de jeux d'argent, et les Tekiya, des marchands ambulants spécialisés dans les arnaques. Ces groupes étaient issus de milieux pauvres du Japon féodal où la délinquance était courante. D'ailleurs, le groupe des Tekiya était connu pour sa hiérarchie stricte, une hiérarchie qui ressemble d'ailleurs beaucoup à celle des Yakuza modernes. Peu importe leurs origines précises, dès le Japon féodal, les Yakuza ont commencé à se rassembler en familles de crimes organisés, similaire finalement à la mafia italienne. Ils ont introduit une relation unique, l'Oyabun-Kobun, basée sur la loyauté et le soutien mutuel entre le père de famille, donc le chef, et les enfants, qui sont les Yakuza. Le chef est appelé Oyabun et les enfants sont appelés Kobun. Je sais pas si je le prononce bien. Voilà. La dévotion et la fidélité sont certainement les valeurs les plus importantes dans les familles de Yakuza. Pour vous expliquer, en gros, la dévotion était telle que le Yakuza devait se mettre devant un fusil au péril de sa vie afin de protéger son Oyabun, donc le chef des Yakuza. Globalement, les Yakuza devaient respecter un code d'honneur très strict, avec 9 règles. 1. Tu n'offenseras pas un bon citoyen. 2. Tu ne prendras pas la femme du voisin. 3. Tu ne voleras pas l'organisation. 4. Tu ne te drogueras pas. 5. Tu devras obéissance et respect à ton supérieur. 6. Tu accepteras de mourir pour ton père ou de faire de la prison pour lui. 7. Tu ne devras parler du groupe à quiconque. 8. En prison, tu ne diras rien. Et enfin 9. Il n'est pas permis de tuer un katagi. Autrement dit, tu ne peux pas tuer quelqu'un qui ne fait pas partie des Yakuza. Pas tuer un bon citoyen, quelqu'un qui fait pas partie des criminels, quoi. Donc ça, c'était les règles d'origine. Malheureusement, la règle numéro 9 n'est plus respectée depuis très longtemps et n'a jamais été beaucoup respectée. Voilà. Petite pause dans la vidéo pour te dire de t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, c'est le meilleur moyen de me soutenir. En plus, vous êtes 60% à peu près à ne pas être abonné. Donc voilà, faut penser à le faire, ça me fait toujours plaisir. Sur ce, retournons à la vidéo. L'expansion de la mafia japonaise. Sous le règne de l'empereur Meiji, à partir de 1868, le Japon a connu un essor économique assez phénoménal qui leur a permis finalement de sortir de l'époque féodale. Le pays va rapidement devenir une grande puissance industrielle qui va permettre notamment aux Yakuza d'avoir un essor au niveau de leurs activités criminelles. À la fin du 19e siècle, certaines fractions Yakuza commencent à soudoyer la police, une pratique qui a perduré au sein de l'organisation criminelle. Dans ce contexte,
contexte de Japon de plus en plus industrialisé, les Yakuza ont été contraints de moderniser leurs méthodes, envisageant même une incursion en politique. Le fait que les politiques de l'époque soient aussi conservatrices et nationalistes que les Yakuza ont beaucoup facilité le travail de la mafia. Un homme se distingue alors, Mitsuri Toyama. Il est devenu un emblème de l'alliance entre les Yakuza et les hommes politiques. En tant qu'ultranationaliste fervent, il avait une aversion profonde pour la modernisation économique et culturelle du Japon. Il a rapidement rejoint un groupe nationaliste et a commencé à recruter des membres, parmi lesquels figuraient de nombreux gangsters et d'anciens samouraïs. Ces derniers ont été utilisés notamment pour apaiser les tensions du moment et éliminer certains politiciens de gauche qui étaient un peu trop gênants. Toyama est devenu rapidement un héros populaire, gagnant une haute estime auprès de la population japonaise, mais aussi auprès de certaines sphères politiques. C'est à ce moment-là d'ailleurs que la mafia a pu commencer son expansion. Toyama a fondé la Genyasha, ou Société de l'Océan Noir, en 1880, une fédération nationaliste qui a posé les bases pour les sociétés secrètes ultérieures et les groupes patriotiques. Cette période a vu l'ultranationalisme s'intégrer de plus en plus dans le paysage politique japonais, brouillant les frontières entre les gangsters et les militants ultranationalistes. Pendant les années 1930, la puissance de Mitsuru Toyama a atteint son apogée, favorisant la création de nombreux clans Yakuza. C'est d'ailleurs durant son règne, en 1915, que la plus grande famille Yakuza est créée, le Yamaguchi-gumi. Sous la direction de Kazuo Tohaka, le parrain incontesté du crime organisé japonais, cette organisation a évincé ses concurrents pour devenir la principale force criminelle du Japon. L'influence du Yamaguchi-gumi s'est étendue dans tout le pays, comptant près de 13 000 membres dans la plupart des préfectures de cette époque. À ce moment, les Yakuza bénéficient d'une grande liberté grâce à leur rapprochement avec les ultranationalistes et la droite japonaise. Lors de l'invasion de la Mandchourie en Chine, ces liens seront particulièrement utiles. Les Yakuza seront présents durant la guerre et durant l'occupation. Ils s'occuperont de trafic de métaux précieux et essentiels, ce qui leur permettra tout simplement d'amasser une fortune colossale. En bref, les Yakuza montent en puissance financière mais aussi politique et tout ça se passe devant la population japonaise qui malheureusement est occupée à regarder ailleurs. Avec l'attaque de Pearl Harbor en 1940 et le début de la guerre contre les États-Unis. Les Yakuza pendant la Seconde Guerre mondiale. Je ne vais pas vous réexpliquer l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, je pense qu'on a tous assez mangé comme ça au lycée, mais globalement, 2 bombes atomiques seront lâchées sur le Japon, obligeant les Japonais à capituler contre les États-Unis. L'occupation américaine a suivi et les Yakuza ont joué un rôle crucial auprès de la population japonaise en l'aidant tout simplement à surmonter les difficultés, notamment en nourrissant la population, littéralement. Les Japonais manquaient de nourriture et les Yakuza qui étaient particulièrement attachés à leur pays ont tout fait pour faire en sorte de nourrir la population en développant le marché noir. Ils ont échangé leurs armes contre des outils afin d'aider à la reconstruction du pays. À ce moment-là, les Japonais étaient particulièrement reconnaissants des Yakuza qui eux-mêmes se sentaient enfin reconnus et acceptés dans leur pays et auprès de la société. Bon, ça reste la mafia, donc vous vous doutez bien qu'ils n'ont pas fait qu'aider les Japonais. Ils ont aussi fait en sorte de s'enrichir. Les Yakuza vont organiser tout un tas de trafics totalement illégaux auprès des soldats américains. Drogue, prostitution, tout ce que vous voulez globalement, et qui rapporte de l'argent. Ils profiteront aussi du chaos général de l'après-guerre pour s'approprier des terrains qui ne leur appartiennent absolument pas et dont on n'a aucune connaissance de qui sont les véritables propriétaires. En parallèle, les Coréens et les Taïwanais, utilisés comme main-d'œuvre durant la guerre sur les territoires du Japon, retrouvent la liberté. Les mafias de leur pays d'origine tentent donc de s'installer au Japon. Ils agrandirent rapidement leur territoire car les forces de police avaient été affaiblies à la suite d'une purge effectuée par les forces d'occupation. La police va alors faire appel aux Yakuza pour les aider à lutter contre les mafias étrangères. Pour résumer, ils aident la population, ils aident la police et ils se remplissent les poches d'argent. C'est une véritable période en or pour les Yakuza, tout se passe bien à ce moment. Sauf que à la fin des années 1940, les Américains ont décidé que les Yakuza devenaient un petit peu gênants et qu'il fallait mettre fin à tout ça. Ouais, en fait, au final, ils ont absolument rien fait. Mais genre vraiment, ils ont juste annoncé qu'ils allaient faire quelque chose et ils n'ont rien fait. Du tout.
Les Américains étaient davantage préoccupés par la montée du communisme japonais plutôt que par la présence des yakuza. Une fois encore, les politiques ont vu les yakuza comme des potentiels alliés politiques, et les Américains ont finalement collaboré avec la mafia japonaise afin de repousser le communisme. Globalement, les yakuza étaient là pour faire le sale travail d'absolument tout le monde, et ça arrangeait bien les affaires de chacun. La guerre froide, l'opportunité de la mafia. L'après-guerre a été le début de la guerre froide, une période durant laquelle une autre figure ultranationaliste a fait son apparition, celle de Yoshio Kodama. Il a créé sa propre organisation politique, la Société indépendante de la jeunesse, en 1933, globalement dans la lignée de pensée de Mitsuru Toyama. Cette société avait pour objectif, entre autres, d'éliminer certains politiciens japonais. Après la Seconde Guerre mondiale, Kodama a été emprisonné à Tokyo. En prison, il a tissé des liens étroits avec plusieurs hommes politiques de droite. À sa libération par les États-Unis, après avoir conclu un marché, il deviendra l'un des hommes les plus puissants du Japon d'après-guerre. En effet, dès sa libération le 24 décembre 1948, Kodama a rapidement utilisé sa fortune de millionnaire à des fins politiques. Il a réprimé les conflits sociaux et expulsé les communistes du Japon avec les yakuza. Pour atteindre ses objectifs, Kodama a collaboré étroitement avec les services de renseignement américains, notamment la CIA, dans le cadre de la guerre froide. Cette coopération a jeté les bases d'une longue alliance. Ainsi, grâce à Kodama, qui parvient à unifier les gangs et à collaborer avec la CIA, les yakuza ont accentué leur influence et joué un rôle crucial dans le paysage politique japonais. Il faut savoir que Kodama était le représentant politique de certains des plus gros gangs du pays. Grâce à lui, les gangs yakuza étaient assurés d'atteindre le sommet du pouvoir politique. Il tenait les politiciens dans une main et dans l'autre une armée de gangsters à son service. De nouveaux groupes de yakuza voient le jour, notamment celui des Gurentai, qui sont plus jeunes et surtout plus violents. Leurs activités principales sont le trafic d'amphétamines, la prostitution et la pornographie. Cependant, ils seront rapidement absorbés par les grandes familles yakuza, comme les Yamaguchi-gumi dont on a parlé précédemment, ou les Inagawa-kai. Entre 1958 et 1963, les yakuza accroissent leur effectif de 150%, pour atteindre à leur apogée un total d'environ 184 000 yakuza répartis dans près de 126 gangs. En fin de compte, l'occupation américaine a été une période bénéfique pour les yakuza, leur permettant de se développer de façon économique et politique. Ce qui est complètement fou, c'est que les Américains les regardaient faire, savaient exactement ce qui se passait, mais ne faisaient rien tout simplement parce que ça n'était pas à leur avantage. Leur politique faisait qu'ils avaient besoin des yakuza, donc ils les laissaient faire tous leurs crimes et leurs trafics de leur côté tant que les Américains étaient contents des résultats. Les yakuza d'aujourd'hui. Une fin proche ? À partir de 1992, de nombreuses lois anti-yakuza verront le jour afin d'éliminer la mafia japonaise. L'altération progressive de l'image des yakuza auprès de la population, les conflits entre clans rivaux qui vont en plus coûter la vie à certains civils, ainsi que la perte de leur fonction sociale, sont autant de raisons qui poussent le Japon à faire cette loi anti-yakuza. Avec la réorganisation de la police dans les années 60 et la chute de l'URSS, en fait, l'État n'avait plus vraiment d'intérêt à conserver la mafia. Leurs activités devenaient gênantes et en plus, leur présence dans plusieurs pays, notamment les États-Unis, donnait une très mauvaise image au Japon. La loi anti-gang de 1992 oblige les différents clans yakuza à recenser leurs membres. Oui, parce qu'en fait, il faut savoir que les clans yakuza sont pas du tout cachés comme on peut le croire, comme la mafia italienne, etc. Ils sont totalement visibles, c'est-à-dire que vous avez des immeubles avec le symbole du clan yakuza à cette époque. Tout le monde savait où étaient les familles yakuza. C'en était presque des sujets de conversation. Il y avait des magazines qui étaient spécialisés dans les yakuza et qui expliquaient les affaires qu'ils faisaient. Pas les trucs illégaux, mais genre le quotidien, entre guillemets. La mafia était pas du tout cachée au Japon, pour le coup. Bref, en 2004, cette loi est renforcée, notamment avec des mesures beaucoup plus strictes et beaucoup plus inconvénientes pour les yakuza, et le tout va énormément limiter finalement leur liberté. Elle va notamment permettre à n'importe quel japonais d'obtenir des dédommagements s'il a été victime d'une activité de yakuza sur la simple présentation d'une preuve. Et avec cette loi, ce sont désormais les chefs de clan qui sont tenus pour responsables de toutes les activités de leurs membres. Sauf que si vous vous souvenez bien, comme je le disais au début de la vidéo, les membres des clans devaient finalement faire de la prison pour leur chef. Ce qui se passait généralement, c'est que
dès que le chef avant était accusé, c'était on choisissait un membre du clan qui se sacrifiait pour aller en prison à la place du chef. Et bah avec cette loi, c'est terminé. Quelle que soit la faute commise et quelle que soit la personne qui l'a commise, c'est le chef des Yakuza qui va en prison. Donc forcément, ça limite vachement le truc. Ça plaît pas trop aux chefs de clan qui vont devoir garder un œil sur chacun de leurs recrues finalement. En 2010, de nouvelles ordonnances préfectorales interdisent les relations entre les civils et les Yakuza. Même les sociétés ne doivent plus avoir de relations avec eux. Cela va jusqu'à l'interdiction aux banques d'héberger les comptes bancaires des Yakuza, c'est pour vous dire. Les Yakuza sont régulièrement contrôlés et arrêtés au moindre pas de travers. Les recrutements dans leur rang sont donc moins attractifs et les organisations sont à bout de souffle. La loi a forcé les Yakuza à mettre en place une politique de sélection et de concentration de leurs effectifs, ce qui entraîne finalement une plus grande cohésion et efficacité des effectifs restants. Ils étaient près de 200 000 au milieu des années 80, ils ne sont plus que 50 000 aujourd'hui. Le règne des Yakuza semble toucher à sa fin. Je pense que je ferai peut-être une deuxième vidéo parce que là je vous ai surtout parlé de l'histoire mais pas vraiment du fonctionnement dans les clans, mais sinon la vidéo aurait été interminable en fait, ça aurait été très compliqué. Donc j'en ferai probablement une autre pour parler du fonctionnement interne des Yakuza, si ça vous a plu évidemment, et si vous le souhaitez. Du coup si ça vous intéresse, mettez un petit smiley pouce en l'air dans les commentaires, comme ça je sais que vous faites un commentaire pour me dire de faire une deuxième vidéo. Voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée, n'hésite pas à laisser un like, un petit commentaire, à partager la vidéo si elle t'a plu, et surtout à t'abonner pour pas manquer les prochaines, voilà. Sur ce, merci à tous, et à tchuss tout le monde.